Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culture du mois de septembre. J'ai vu pas mal de films, lu pas tant de livres que ça finalement. Il y aura aussi 2 séries, des podcasts, une chaîne YouTube et de la musique. Donc je vais commencer dès maintenant. Le premier film que j'ai vu ce mois-ci, c'était Oh les filles de Françoise Armanet, qui est un documentaire sur les femmes dans la musique, dans l'industrie musicale française. C'est un documentaire constitué d'interviews et de comment c'est compliqué de se faire un nom, comment les femmes qui sont interviewées entretiennent leur rapport à la musique. Je trouve que c'est un documentaire qui est fort, qui est engagé, qui les revalorise, qui leur attribue le rôle qu'elles doivent avoir. Elles expliquent la nécessité d'élever la voix constamment. Là encore, ça fait du bien. Je ne peux que vous le conseiller. Ça brasse l'industrie musicale française féminine, le fonctionnement et la façon de ressentir la musique en règle générale. Ensuite, j'ai vu d'autres films, mais il y en a plusieurs qui m'ont pas vraiment plu. Il y a Le Chardonneret que j'ai vu sur Canal+, qui est l'adaptation filmique du roman de Donna Tartt, où on va suivre un jeune homme qui est persuadé qu'il a tué sa mère, ou du moins que sa mère est décédée par sa faute. En fait, il va se trouver dans un musée quand il est enfant et sa mère va décéder à ce moment-là. Ça va le marquer pendant toute sa vie qu'il va passer chez sa tante et son oncle, il me semble, et après en famille d'accueil. C'est un jeune homme torturé qui a envie de s'élever socialement, qui a envie de se faire une place. On est dans cet univers de livres, sombre aussi. On peut ramener ça à l'esthétique Dark Academia, même si je suis pas très renseignée sur le sujet, avec énormément de vieux bouquins, des œuvres d'art partout. Et on va comprendre au fur et à mesure du film qu'il y a tout un enjeu autour d'une toile. Ça va être un fil rouge qu'on va pas déceler dès le début. J'ai trouvé ça extrêmement bien mené. J'ai aimé les couleurs du film, j'ai aimé l'intrigue et on rentre tout de suite dedans. C'est un film qui est quand même un peu long, il me semble, mais il est vraiment entraînant. Ensuite, j'ai vu le documentaire sur Audrey Hepburn fait par Arte, qui est sûrement encore en ligne sur YouTube, et qui va retracer la vie de Audrey Hepburn, des rôles qu'elle a incarnés, de l'icône qu'elle a été dans sa représentation de la féminité, de l'actrice, son opposition avec ce côté très élégant, contrairement à Marilyn Monroe qui était l'autre icône féminine de l'époque. J'aime beaucoup Audrey Hepburn, tant soit dans ses rôles que dans sa manière de jouer en règle générale, que dans sa prestance, dans ses looks, dans ce qu'elle représentait. Ça m'a aussi montré qu'elle n'avait pas eu une vie extrêmement simple non plus. Suite à l'acquisition de ma superbe carte UGC illimitée, j'ai pu me rendre plusieurs fois au cinéma et j'ai pu voir Mignonne, réalisée par Maïmouna Doucouré. On en a beaucoup entendu parler, notamment suite à une polémique qui a été lancée par Netflix États-Unis, qui ont refait l'affiche et la bande-annonce, qui était aux antipodes du propos du film. Cette bande-annonce a fait que beaucoup ont cru que c'était un film qui valorisait la sexualisation des petites filles, là où finalement le propos du film est totalement inverse. On va être avec une petite fille qui change d'école, qui change de collège et qui a du mal à s'intégrer. Elle va voir de loin d'autres filles avec beaucoup d'assurance qui dansent. Elle va absolument vouloir s'intégrer à elle, faire partie de la bande, non sans difficulté. On est plongé entre cet univers de danse, mais elles peuvent pas prendre de cours, enfin en tout cas elles n'en prennent pas. Du coup, elles s'inspirent des filles qu'elles voient sur internet, des chorégraphies de twerk, etc., etc. Et ce sont des danses qui ne sont pas du tout adaptées à des enfants. Et on va suivre cette intrigue-là, où elles se développent et où elles développent leur créativité, en parallèle de la pression familiale qui est omniprésente sous le toit
de la protagoniste principale, poids du patriarcat, parce que son père est parti au Sénégal, il me semble, chercher sa seconde épouse, et la mère de la jeune fille doit préparer le mariage de son mari. Et il y a tout le poids en fait de la tradition qui est sur les épaules de cet enfant. C'est un film qui montre vraiment la perversité de l'œil adulte, des réseaux sociaux, de l'innocence qui peut être tellement manipulée, l'importance d'éduquer les enfants quant à la sexualité, quant aux représentations. C'est un film qui entre parfaitement dans l'actualité à mon sens, qui questionne aussi la place des adultes quant à l'implication qu'ils mettent pour conscientiser les enfants quant à la sexualité, leur place dans la société, quant à la place des femmes dans la société. Et en fait, c'est là où le film est d'autant plus intelligent, c'est qu'il y a des représentations de femmes qui sont totalement en opposition, notamment par cette danse très charnelle, très sensuelle, que certains pourraient qualifier de vulgaire. Et cette obligation à rester cachée, à rester calme, à rester présente pour sa famille dans une totale dévotion. La fin est prenante, elle est incroyablement forte, elle cristallise tout le propos du film. Il est encore en salle à l'heure où je tourne le bilan, donc je ne peux que vous inciter à le voir. Je sais pas si c'est un grand film, mais en tout cas c'est un film avec un message très important. Ensuite j'ai vu Lux Aeterna, qui est un film de Gaspard Noé, qui est un moyen métrage qu'il a réalisé pour Yves Saint Laurent, il me semble. On retrouve l'esthétique de Gaspard Noé, mais en spécial guest il a pris Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Si vous êtes épileptique, parce que ce n'était pas dans les préventions avant la séance, si vous êtes épileptique, de toute façon en règle générale, n'allez pas voir de Gaspard Noé. Secondement, si vous êtes sensible, n'allez pas voir Lux Aeterna. Au niveau des couleurs, hein, j'entends, parce que si vous avez vu Climax, on est un petit peu dans un bail comme ça. Lux Aeterna, ça se passe sur un tournage où Béatrice Dalle est réalisatrice, et le tournage se centre un peu autour de la thématique des sorcières et du bûcher, etc. Ça va un petit peu partir en cacahuète, mais bon, j'ai l'impression qu'on prend une situation et tout part en cacahuète et on fait un film de Gaspard Noé. Ce film part dans tous les sens, mais en fait il a voulu donner trop d'intrigue dans un film de 50 minutes. Je vais essayer de donner que les points vraiment positifs, qui se concentrent surtout au début du film. J'ai adoré la conversation entre Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. J'ai trouvé ça excellent, ce dialogue entre deux femmes qui parlent aussi de comment elles sont reçues et considérées dans le cinéma français, comment elles ont été sexualisées à un moment ou à un autre, et à quel point c'est ridicule, à quel point elles sont libérées aussi, ou du moins elles se croient libérées de tout ce patriarcat. Et le film est bien fait justement dans l'intrigue et dans la façon dont le scénario et les non-dits créent justement cette conscience que non, finalement elles sont toujours emprisonnées par cette condition. Il va y avoir énormément de désaccord entre les producteurs et Béatrice Dalle, qui n'a jamais réalisé avant, et c'est un petit peu autour de ça que le retournement de situation va s'opérer. Le principal défaut du film, au-delà de la fin où j'ai cru que j'allais perdre la rétine, mais qui peut se justifier après réflexion, c'est qu'il y a trop d'intrigues. À la fois on a justement cette conversation de femmes, elles sont dans la même pièce, elles sont à côté l'une de l'autre, mais l'écran est scindé en deux. Il y a une concentration sur leur visage qui est hyper intéressante, et il y a un truc un petit peu horrifique dans ce dialogue que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça c'était hyper intéressant, et j'aurais bien voulu que ça soit davantage développé. Toute l'intrigue autour des sorcières aussi aurait pu être vachement plus développée, et ça n'a pas été le cas, et j'ai trouvé ça bête parce que franchement il avait une très très belle matière. Il y a toute une histoire de poursuite de l'enfant de Charlotte Gainsbourg qui est pas assez rondement menée, du caméraman qui pète un câble, cette réalité qui est totalement déconstruite. En fait ça part dans tous les sens, mais là où dans d'autres films de Gaspard Noé je trouve que ça partait dans tous les sens en retrouvant son chemin, il n'y avait pas assez de cohérence, il n'y avait pas assez de concordance entre toutes ces intrigues qu'il essaye d'amener.
Et c'est ça qui a fait que moi j'ai pas accroché. L'image était très sombre, mais ça c'est pas forcément le souci. L'esthétique m'a un peu laissé dubitative, donc si vous l'avez vu, je suis curieuse d'avoir votre avis. Ensuite, dernier film que j'ai vu au cinéma, c'est Adolescente de Lipschitz. Et là, on va suivre deux adolescentes qui sont amies, donc de la 4e jusqu'à la fin de leur lycée. On voit les différences sociales qu'il y a entre elles. Donc on est à Brive, dans le centre de la France. On va avoir une jeune fille qui est dans une famille relativement croyante, avec tous les clichés qui peuvent s'y trouver, c'est-à-dire que il faut qu'elle fasse ses cours de musique au conservatoire, il faut qu'elle ait des bonnes notes, il faut qu'elle soit excellente, il faut qu'à un moment donné elle parte en filière générale et qu'elle fasse prépa derrière, là où c'est pas forcément son envie. Et de l'autre côté, on va avoir cette autre amie qui est dans une famille très précaire, qui va se laisser plus ou moins aller face à ses parents qui la prennent pas en considération. Le réalisateur revisite le genre du documentaire un petit peu sous le même format que l'était Boyhood, qui avait été hyper novateur à l'époque parce que c'était un petit garçon qui était suivi pendant 15 ans de sa vie pour voir en fait son évolution. Et là c'est la même chose mais avec deux adolescentes dans cette amitié qui est là à l'enfance, à l'adolescence et qui se délite peu à peu parce que elles prennent des chemins totalement différents avec des envies totalement différentes et là où je trouve ça hyper intelligent, c'est que on voit en fait les différences sociales qu'il y a entre ces deux filles, ces deux jeunes femmes qui apprennent à grandir l'une et l'autre de façon totalement opposée. Dans l'esthétique c'est beau, il y a énormément de gros plans sur les visages et le grain de la peau et moi c'est quelque chose qui me... Enfin limite je vais en salle de cinéma que pour voir des plans comme ça quoi. Et la lumière est sublime, c'est à la fois très proche du réel mais sans que le documentaire n'ait une image documentaire. Je sais pas si c'est explicite, mais vraiment il y a un truc qui est nouveau dans le genre du documentaire pour moi en tout cas, que personnellement je trouve réellement novateur. Il y a quand même quelques longueurs parce que le film est relativement long, il fait 2h15, donc ça c'est vraiment le point négatif, mais on voit ces parcours vraiment différents dans des conditions de vie difficiles et dans un déterminisme social hyper prépondérant, dans des aspirations totalement différentes et ça montre aussi l'importance de l'éducation. Comment c'est d'être adolescente, comment c'est de devenir adulte, de devenir femme, comment on se place dans la société et comment on est placé par ses choix, comment il est nécessaire, il est indispensable de faire ses propres choix et de pas suivre la voie qu'on nous dicte aussi à certains égards. Je trouve que c'est un très bon documentaire et je vous le conseille si vous avez du temps et que j'ai pu vous donner envie de le voir. Je vais passer au dernier film dont j'ai envie de vous parler, qui est un court-métrage qui a été réalisé par Jeanne Lira, qui est donc le court-métrage Les Vagues, qu'elle a réalisé du coup pendant l'été 2018. On est dans une maison de vacances avec un groupe d'amis. Donc le film dure 11 ou 12 minutes, hein, il me semble, donc je vais pas tout vous raconter. Mais on va suivre un jeune homme qui est en couple avec une jeune femme et on sent que la jeune femme est pas bien avec elle et on va voir à quel point ça affecte la relation, à quel point ça affecte le jeune homme et à quel point ça peut devenir insoutenable. J'ai adoré toute cette ambiance d'été, j'ai adoré la lumière, le propos du film, mais que j'ai trouvé peut-être amené de façon un petit peu brutale, abrupte en fait, parce que on suit tout le court-métrage et ça tombe comme un coup de scud à la fin. Mais ce qui est un choix et ce que je peux comprendre aussi, j'aurais voulu en voir plus en fait. Donc c'est plus ça, j'aurais voulu peut-être 1 à 2 minutes de plus pour que l'intrigue soit un chouïa plus développée et que je puisse me dire ah ouais ok c'est ça.
Très heureuse d'avoir vu un film de Jeanne et ce film en particulier parce qu'on en a beaucoup entendu parler si on la suit sur les réseaux sociaux en règle générale et ça fait très longtemps qu'elle en parle. Et si vous ne suivez pas Jeanne sur ses réseaux sociaux divers et variés, ben, je vous incite à le faire parce qu'elle fait vraiment un travail de ouf. Ensuite, je vais passer aux séries. J'ai vu Betty qui est autour du roller derby. On va suivre une bande d'amis qui fait du roller derby à New York dans leur réalité, dans leur relation entre elles, dans leur relation amoureuse, dans les oppositions aussi d'équipes de roller derby. Ça brasse la jeunesse new-yorkaise, street en fait. Et ça revient aussi sur l'histoire du roller derby. On me l'avait vachement vendu et j'ai bien aimé, mais je sais pas, je crois que je suis pas assez sensible à l'esthétique et au sujet en règle générale. J'ai aimé être à New York, mais ouais c'est ça, je suis pas du tout passionnée de roller derby en règle générale. Et j'ai pas réussi à me foutre dedans. Après, il y a énormément de problématiques qui sont abordées, que ça soit autour de la sororité, autour du fait de se faire une place en tant que femme, autour de la communauté LGBTQAI+. Et la deuxième série dont je vais vous parler, bah, c'est The Handmaid's Tale. Donc La Servante écarlate, qui est l'adaptation du roman de Margaret Atwood, où on est dans un univers dystopique. Je vais pas faire l'affront de résumer toute l'histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé la première saison en septembre, fin août, et puis j'ai terminé en septembre, et là je suis dans la deuxième. J'avais déjà lu le livre que j'avais aimé sans plus, en fait j'ai été vachement rebutée par l'écriture. Là c'est une série qui pour moi a dépassé le livre. J'ai été vachement plus happée par la série. Je trouve qu'elle est extrêmement bien réalisée. On retrouve tout l'univers de Margaret Atwood, mais qu'il est vachement plus simple d'abordage, que les personnages perdent pas de leur substance pour autant et qu'il y a une possibilité en fait de développer toute l'intrigue qui est vachement plus intéressante à mon sens que dans le livre. Enfin, en tout cas pour la première saison, on m'a dit que les autres étaient assez moyennes voire pas bonnes. Donc je continue ça et puis je verrai. En tout cas la première saison était une assez bonne réussite pour moi. Je passe au livre. Donc j'ai lu La difficulté d'être de Cocteau, qui n'est ni un essai ni un roman. On est vraiment dans les songes de Cocteau et il va redéfinir des termes poétiques d'écriture de la vie en règle générale. Et on retrouve toute la pureté, toute la spiritualité, toute la drôlerie, tout le burlesque, tout l'absurde, toute la patte de Cocteau en règle générale. Ça m'a plu. Après, c'était quand j'étais en train d'emménager, donc j'étais un peu out of nowhere et je pense que c'est vraiment un livre qu'on peut picorer comme on veut parce que c'est des passages très courts et détachés les uns des autres, même s'il y a un fil narratif dans tout ça, dans sa réflexion. C'est plus des méditations et des réflexions internes sur qu'est-ce que la vie et comment je décide de vivre dedans. J'ai hâte de me plonger dans d'autres livres de Cocteau. Franchement, je suis en train d'approfondir son œuvre et j'aime ce qu'il a créé. Ensuite, c'est un livre qui m'a valu beaucoup de difficultés dont je vais vous parler. Tristesse et beauté de Kawabata. Kawabata, j'avais lu Les Belles Endormies, que j'avais trouvé extrêmement compliqué à traiter comme sujet, mais que j'avais trouvé justement retourné d'une façon hyper intelligente et sans que ça tombe dans quelque chose d'extrêmement problématique, qui n'a pas été le cas avec Tristesse et beauté. Tristesse et beauté, le personnage principal retrouve l'amour qu'il a eu il y a 15 ans, 16 ans, qui est devenu peintre, et il va renouer avec elle tranquillement. Il va se remémorer cet amour, et en fait ce qui se passe c'est que cette peintre a également une élève, et que cet homme va être totalement séduit par cette élève qui a 16 ans. Sachant qu'il a déjà eu une relation avec la professeure, enfin la peintre, son ancien amour, lorsqu'elle-même avait 16 ans. Là où dans le traitement de Belles Endormies, il avait réussi à retourner
tout ce côté hyper malsain, là, il n'a fait que perdurer. Moi, j'étais pas bien dans ma lecture, j'ai pas été accrochée par la plume, je me suis sentie très très mal à l'aise. C'était pas agréable. Je trouvais qu'on s'y perdait beaucoup, que le narrateur s'y perdait beaucoup et que c'était pas fluide. J'ai été un peu déçue, voire énervée. J'avoue que ce dont je vous parle date un peu et du coup... c'est pas très clair dans ma tête, mais ça m'a vraiment pas laissé un beau souvenir. Et je ne vous le conseille vraiment pas. Je trouve qu'il y a des choses extrêmement problématiques dedans. Donc voilà. J'ai lu un essai, Cerveau, sexe et pouvoir, de Catherine Vidal et Dorothée Benoît Broaveri. C'est un essai sur les neurosciences et sur le déterminisme sexuel, entre guillemets, tout ce qui est sur l'aspect biologique, sur le fait que les femmes sont douces et sensibles et que les hommes sont forts et virils. C'est court, c'est très intéressant, ça revient en fait sur tous ces préceptes-ci, sur les aptitudes, sur tout ce qu'on réfléchit quand on s'intéresse à la question féministe et à la condition des femmes en règle générale, qui est que ce sont des déterminismes sociaux qu'on a placés comme des faits naturels. Et je pense que si vous vous questionnez quant à ce sujet, ça peut être une très belle porte d'entrée parce que c'est une très bonne vulgarisation. Ça se veut pas pompeux, je trouve, et ça reprend aussi des thèses antérieures. Je trouve que c'est un écrit relativement intelligent, relativement fluide et qui se lit effectivement très bien. Après, j'ai lu Quartier lointain, qui est une bande dessinée, un roman graphique, un manga de Taniguchi. Alors Taniguchi, j'en ai entendu parler, mais ça doit faire au moins 7 ans. En fait, le problème, c'est que les romans graphiques coûtent extrêmement cher. Il se trouve que les éditions Casterman ont mis 6 livres en petit format. Je me suis offert Quartier lointain de Taniguchi et j'étais trop heureuse parce que c'était vraiment celui que je voulais lire, qui m'intriguait le plus. On va suivre un homme d'affaires qui est à Tokyo, qui est quarantenaire, qui a sa vie bien rangée, bien menée, comme la société le veut. Et un jour, il va se réveiller dans un train, donc ça c'est le début du roman graphique, et il sait plus où il va, et en fait il se remémore le fait qu'il retourne dans son village, dans sa ville d'enfance, et par un fait qu'on ne comprend pas trop, par quelque chose d'un peu fantastique, magique, il va se retrouver dans son corps et dans sa vie de lui à 14 ans, avec tout ce qu'il sait de ce qui s'est passé à cette époque-là. Il va essayer de déceler un secret autour de ses parents, de comprendre en fait ce qui s'est passé lorsqu'il était adolescent et les problèmes qu'il y a eu. Et puis il va retrouver ses idylles d'adolescent, mener des chemins qui n'ont pas été ceux qu'il avait menés à l'époque. L'illustration est vraiment magnifique, c'est en noir et blanc, il y a du détail dans les décors que j'ai beaucoup aimé. Il y a toute cette culture japonaise, fantastique sans l'être. Je vais pas dire que c'est du réalisme magique, mais il y a quelque chose qui relève un petit peu de la même esthétique, je trouve, entre ces deux façons de concevoir l'art et la littérature et en l'occurrence le roman graphique. En tout cas, ça a été une très belle découverte et j'ai hâte de me replonger dans une autre BD, dans un autre roman graphique de cet auteur et dessinateur. D'autant plus qu'il a adapté Les Années douces, que j'avais déjà présenté dans un bilan culture il y a quelques mois, que j'avais beaucoup aimé. Le dernier livre que j'ai lu pendant ce mois-ci, et pas des moindres, parce que il a vraiment été très marquant pour moi et je pense qu'il va le rester, c'est La crise de la culture de Hannah Arendt, que j'ai dû feuilleté pour les cours et que j'avais déjà acheté il y a quelques mois pour moi en fait, pour ma culture personnelle, et il s'avère qu'on m'a demandé de lire La crise de la culture, qui est une sous-partie de ce livre, et que j'ai tellement aimé que j'ai commencé à lire la suite et que bon là il me reste la fin que j'ai pas repris parce que faut avoir l'esprit reposé en fait pour lire ce livre. On peut pas lire ça quand on est fatigué. Elle va reprendre énormément de faits sociaux et d'éléments de la vie sociétale, de la vie humaine, tout en les décortiquant.
On est un petit peu sur une méthode similaire à celle de Lévi-Strauss, une approche sociologique, analytique en fait de l'aspect humain, de l'anthropo, enfin c'est hyper intelligent. Je vais lire un extrait du résumé. L'homme se tient sur une brèche dans l'intervalle entre le passé révolu et l'avenir infigurable. Il ne peut s'y tenir que dans la mesure où il pense, brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps indifférent. Chaque génération nouvelle, chaque homme nouveau doit redécouvrir laborieusement l'activité de pensée. Longtemps pour ce faire, on put recourir à la tradition. Or, nous vivons, à l'âge moderne, l'usure de la tradition, la crise de la culture. Il ne s'agit pas de renouer le fil rompu de la tradition, ni d'inventer quelques succédanés ultramodernes, mais de savoir s'exercer à penser pour se mouvoir dans la brèche. Hannah Arendt, à travers ses essais d'interprétation critique, notamment de la tradition et des concepts modernes d'histoire, d'antériorité et de liberté, des rapports entre vérité et politique de la crise de l'éducation, entend nous aider à savoir comment penser en notre siècle. C'est vraiment réussir à questionner le monde dans lequel on vit. Et c'est brillant. Clairement, j'ai adoré. En fait, je pense que c'est quelque chose qui reste dans le temps. C'est quelque chose qui forge la pensée à un point tel. Et bien sûr, on n'est plus à la même époque, mais elle est brillante. Mais quelle excellence en fait. Elle va beaucoup se baser sur Platon notamment, mais pas que. Kierkegaard aussi. Je sais jamais comment dire son nom, donc vous me reprendrez. Je peux vous dire les grands titres de ces parties, mais tout est intéressant. Mention spéciale pour la partie crise de la culture, dont je pense je vais essayer de vous faire une vidéo à part entière, parce que c'est un petit peu tout le sujet de mon master en fait. Même au-delà de crise de la culture, j'ai mis des post-it un petit peu partout et les pages sont soulignées partout. J'ai juste laissé à la fin parce que c'est peut-être les parties qui m'intéressent un peu moins. Quoique non, parce que là après la fin c'est vérité et politique. En l'état actuel de la vie et du monde, ça peut toujours être très intéressant de lire cette partie. On va dire que j'avais pas forcément l'esprit assez libéré pour lire ça, et que c'était peut-être justement un petit peu pesant en vue de ce qui se passe ces derniers temps. Ensuite, il y a la conquête de l'espace et la dimension de l'homme. Voilà, c'est cette partie-là qui me hype pas trop à vrai dire. Elle commence avec la tradition et l'âge moderne, donc avec cette idée toujours que il y a une envie des modernes de dépasser les anciens et que il y a une rivalité entre les jeunes et les vieux, enfin l'opposition entre nouveauté et tradition quoi. Après le concept d'histoire, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que l'autorité, la crise de l'éducation et la crise de la culture. Et là on tombe dans le brio, il y a toute une question du pouvoir, une question des représentations, une question de l'idéal, une question de l'individualisme, une question de comment ériger un groupe, comment se régit une société, comment on peut être manipulé une société, comment l'éducation est indispensable et importante et prégnante en fait dans la construction d'un individu. Vraiment, c'est une pépite et malgré le fait que ça puisse intimider certains, ce qui était déjà mon cas à moi, avant que je ne sois obligée de m'y plonger, ne serait-ce que partiellement, en fait c'est totalement dépassé à partir du moment où on entre dedans. Ça peut être roboratif à certains moments, mais vraiment prenez le temps de le poser s'il faut et de le reprendre d'ici quelques mois. Moi je fais jamais ça et là pour le coup je me dis que ça vaut vraiment la peine. J'en ai terminé avec tout ce qui est des lettres, donc je vais passer rapidement à la seule chaîne YouTube que j'ai à vous présenter, qui est Camille Nel, qui est une chaîne booktube qui traite beaucoup de SF et de fantastique, mais pas que, dont j'aime bien le contenu, dont je trouve que c'est revitalisant, c'est revigorant, c'est assez varié. Elle a fait il y a longtemps des vidéos sur une thématique et où elle prenait 3 livres. Je trouve qu'elle est hyper punchy, hyper agréable à regarder. Elle a fait une vidéo où elle lisait du Stephen King parce qu'elle n'aime pas Stephen King, ou du moins elle n'avait pas trop aimé les livres qu'elle avait lus avant. Et je pense que ça peut être marrant de faire ça, genre de prendre un genre. Je crois que c'était ça le titre de la vidéo, c'était je lis un genre que je n'aime pas pendant une semaine ou quelque chose comme ça. J'avais adoré cette vidéo parce que c'est vraiment se faire violence. Je trouve le concept assez sympa. Rapidement en musique, j'ai écouté Walls Down de Halsey.
que j'avais découverte avec Clarinette. Elle est un petit peu son icône, je crois. Album que j'ai beaucoup aimé. J'aime notamment Castle. C'est à la fois doux, poétique. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est très très proche de la poésie. Et d'un autre côté, il y a des morceaux où tu vois que t'y vas. Il y a vraiment l'unité des sonorités, des prods. Que ça soit voilà, des tempos rapides ou non, donc vous pouvez aller écouter ça. Moi j'écoute ça pour aller en cours le matin. Je vais vous parler aussi de Still Woozy, qui est un groupe indé, et je vais parler du coup de Lately EP, donc qui est leur dernière EP. C'est très chill, je pense qu'on pourrait retrouver ça dans une playlist Lofi carrément. Moi c'est Deezer Découverte qui m'avait mis ça. La pochette de leur EP est vraiment chouette, on est vraiment dans un truc un petit peu psyché au niveau des couleurs, au niveau de l'esthétique, des graphismes et tout, donc vraiment cool. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je termine avec les podcasts. Spotlight, qui est un podcast de Allociné qui va revenir sur des phénomènes cinématographiques, les meilleures séries de 2020, les meilleurs films de 2020. Le dernier qu'ils ont sorti en date, c'était sur Ryan Murphy et toutes les séries qu'il a réalisées, mais ils ont fait sur Clint Eastwood. Le Female Gaze, qu'est-ce que c'est? Sur The Mandalorian. Ils brassent en fait toute l'industrie cinématographique actuelle. Qu'est-ce que ça fait à la société? Comment c'est reçu? Après il y a aussi 2-3 analyses, hein, mais c'est moindre quand même dans le contenu des émissions, je trouve. Je vais vous parler d'un podcast de quelqu'un que je connais qui a fait ça dans le cadre de son école avec 2 autres amis. Ça s'appelle La Boucle. Ça parle de mode. Il y a 4 épisodes je crois maintenant. Le format change en fait à chaque fois, donc moi je suis un petit peu déroutée. Il peut y avoir un épisode qui fait 5 minutes et un autre qui en fait 30. Je trouve ça un peu frustrant à certains égards, mais je pense que ça va aussi venir avec le temps. Le premier épisode c'était la slow fashion, après c'était l'actu mode qui a eu sur les nouveautés de l'été, sur la Fashion Week new-yorkaise. Et là, le deuxième épisode, c'est mode plus féminisme. Donc je l'ai pas encore écouté, mais ça ne saurait tarder. Je vous incite à aller soutenir ces jeunes filles. Après, je vais vous parler du dernier podcast et on va terminer la vidéo sur ça. C'est Femme d'art, que j'ai découvert grâce au compte Instagram de la botaniste, anciennement Pepper Dryer, qui est passionnée de beaux-arts en règle générale. Là, on va rencontrer des femmes, voir leur rapport à l'art, quelle place tient l'art dans leur vie. J'ai particulièrement aimé le portrait de Claire Berest, qui est l'autrice de Gabrielle, qui est petite fille de Picabia, et elle a écrit un livre avec sa sœur. Elles ont fait en fait toute une enquête autour d'elle. Il y a 2 épisodes, le premier où elle parle de sa grand-mère, de Gabrielle, et de toute cette enquête qu'elles ont menée sur cette grand-mère qui était pas appréciée dans la famille et de façon plus ou moins incompréhensible. Le second épisode est sur Frida Kahlo, parce qu'il me semble qu'elle a aussi écrit sur Frida Kahlo. J'ai adoré. Et on va revenir en fait sur le rapport à l'art et sur comment la place de l'art a influé sur sa vie, sur la vie des femmes qui sont interviewées dans un truc hyper intrinsèque, hyper personnel. Et voilà, je peux juste que vous inciter à aller écouter. C'est des interviews et c'est vraiment trop chouette. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce bilan culturel du mois de septembre vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, à partager, à venir discuter avec moi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.